La Seconde Guerre mondiale, l'appel du devoir, une chronologie complète. Épisode 5. Combattre plus loin, octobre, décembre 1940. Écrit par Liam Dell. Dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, 1940 a été une année de changement dramatique. Au début, les gens regardaient et attendaient de voir ce qu'Adolf Hitler ferait ensuite, mais pour les Alliés, alors que le Führer employait ses tactiques de blitzkrieg à travers l'Europe, engloutissant les Pays-Bas et la France dans son empire nazi en expansion, il était trop tard pour l'arrêter. Ensuite, Hitler a tourné son attention vers la Grande-Bretagne, et alors que l'été se transformait en automne, la nation insulaire, littéralement, a dû se battre pour sa survie. Alors que tout le monde regardait vers le ciel, la bataille d'Angleterre faisait rage au-dessus, jusqu'à ce qu'Hitler soit finalement forcé de faire face à la défaite, à quel point Londres a subi le poids de sa colère. Le Blitz a vu les Londoniens bombardés sans relâche, nuit après nuit, à la merci de la Luftwaffe d'Hermann Göring. Mais l'esprit de la Grande-Bretagne, maintenant sous le Premier ministre de Winston Churchill, n'a jamais fléchi. Avec l'automne cédant la place à l'hiver, comme vous le découvrirez dans Combattre plus loin, les Britanniques non seulement ont tenu leur terrain sur le front intérieur, mais ont bientôt fait des progrès en Afrique du Nord, et tandis que l'allié italien d'Hitler, Benito Mussolini, poussait ses troupes en Égypte, c'était l'Axe qui s'est soudainement retrouvé avec un combat sur les bras. Alors que les pays du monde entier commençaient à prendre parti dans le conflit, ce qui avait commencé comme une guerre européenne montrait tous les signes de devenir véritablement mondial. Alors que le Japon s'alliait avec les nazis, les Américains commençaient à envoyer de l'aide aux Britanniques et prenaient des précautions pour défendre leur pays. Entre-temps, le pacte improbable entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, forgé au début de la guerre, était menacé et avant la fin de l'année, Adolf Hitler préparait une action qui était destinée à choquer le monde. Au début d'octobre 1940, les frontières des nations à travers l'Europe avaient changé de manière dramatique. Avant même le début de la guerre, la Tchécoslovaquie avait effectivement cessé d'exister, une grande partie de son territoire étant partagée entre l'Allemagne, la Hongrie et la Pologne, tandis que les puissances occidentales, poursuivant leur politique d'apaisement, ne faisaient rien. Il deviendrait bientôt difficile d'ignorer la menace que représentait l'Allemagne nazie, car lorsque Adolf Hitler a ordonné l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939, en 2 jours, la Grande-Bretagne et la France ont été entraînées dans une guerre qui durerait 6 longues années. Entre-temps, à la mi-septembre, Adolf Hitler a réalisé que l'invasion du pays, nom de code Opération C à Lyon, devrait être reportée et que l'Allemagne avait perdu la bataille d'Angleterre. Bien que les nazis continuent à bombarder les villes et les villes britanniques pendant le Blitz à l'automne 1940, avec la majeure partie de l'Europe occupée par les troupes du Troisième Reich, Hitler avait d'autres préoccupations pour le préoccuper. Il était impatient de commencer à travailler sur les idéologies qu'il avait décrites dans son autobiographie Mein Kampf. Cela attirerait son attention vers l'Est, où à son avis résidaient les 2 plus grands maux du monde, les communistes et les juifs. Dans Mein Kampf, il n'avait fait aucun secret de sa haine de la race juive, et dès 1922, il a avoué « Une fois que je serai vraiment au pouvoir, ma première et principale tâche sera l'annihilation des Juifs ». Au début d'octobre, il était clair que la détermination d'Hitler à mettre en œuvre les menaces précédentes n'avait pas faibli. Et en Pologne, un pays avec la plus grande population juive d'Europe, l'horreur du plan maître nazi n'aurait pas pu être plus évidente. Avant la déportation massive vers les camps de concentration, les Juifs étaient rassemblés dans des ghettos dans les villes et le 3 octobre 1940, les Juifs de Varsovie ont été invités à déménager dans ce qui deviendrait le plus grand ghetto de tous. Il comptait 386 000 personnes, soit 30% de la population totale de la ville, entassées sur seulement 2,5% de la superficie du territoire. Le 15 novembre, il a été isolé du reste de la ville, et les personnes entassées à l'intérieur ont été laissées face à la maladie et à la famine. Ceux qui pensaient avoir la chance de survivre au ghetto ont fait face à un sort encore pire et ont été déportés vers les camps de la mort. Bien que la perception publique de l'Holocauste soit la tentative d'Hitler d'éradiquer les Juifs, de nombreux autres groupes ont également été ciblés. Il a été décidé lors d'une conférence à Berlin d'expulser 30 000 gitans d'Allemagne et de les envoyer en Pologne. Là, ils seraient placés dans des camps de la mort comme Auschwitz, où ils étaient isolés des autres prisonniers. Heinrich Himmler, le chef de la Gestapo, a pris en charge leur déportation et exécution, et on estime qu'entre 200 000 et 500 000 gitans ont été tués pendant la guerre, ce qui représentait presque toute la population gitane d'Europe de l'Est. Dans les camps de concentration nazis, les prisonniers recevaient des symboles à porter, qui montraient leur statut dans la hiérarchie des prisonniers, en fonction de la race, de la religion, entre autres facteurs.
Les gitans étaient marqués de triangles noirs et avaient le statut le plus bas dans les camps avec les juifs qui avaient le symbole identifiant de l'étoile. Les gens étaient également ciblés en fonction de leurs allégeances politiques et les communistes étaient particulièrement détestés par Hitler et identifiés par un triangle rouge. Les expériences d'Hitler lors de la Première Guerre mondiale ont façonné son attitude envers de nombreux groupes qui souffriraient lorsqu'il arriverait au pouvoir. Selon Hitler, la Première Guerre mondiale n'a pas été perdue par l'incapacité de l'Allemagne à continuer à se battre, mais par le sabotage intentionnel de l'effort de guerre par les Juifs, les socialistes et les bolcheviks. En 1917, la révolution avait déchiré l'Empire russe alors que la Première Guerre mondiale faisait encore rage, et un leader communiste, Vladimir Lénine, avait pris le devant de la scène prônant l'égalité et la fraternité universelle. Lorsque le tsar a été renversé, cependant, le pays est devenu divisé dans une guerre civile sanglante qui a apporté la mort et la souffrance à des millions de personnes. Il y avait une véritable peur en Allemagne que la révolution bolchevique ne se propage plus loin. En fait, dès le début de 1919, il était évident que les idéologies communistes s'étaient infiltrées en Allemagne lorsque 2 tentatives de révolution communiste ont eu lieu à Berlin et à Munich. Les 2 ont été brutalement écrasés, principalement par les Freikorps, un groupe paramilitaire de vétérans de guerre revenus qui détestaient les communistes. Beaucoup de ces hommes deviendraient des figures de proue du parti nazi, et en effet, l'une des principales raisons de l'existence du parti nazi était de combattre le communisme. Dans Mein Kampf de Hitler, il n'a fait aucun secret de sa haine de l'Union soviétique également. Il considérait les soviétiques comme sous-humains et dirigés par des bolcheviks juifs et voyait une guerre contre leur nation comme une partie inévitable de son plan maître. Contrairement aux nazis, les communistes croyaient en une fraternité universelle et en l'égalité, et pour Hitler, leur destruction serait inévitable sur le chemin de la domination mondiale. Il était donc surprenant pour le moins quand à la fin d'août 1939, les nazis et les soviétiques ont signé un pacte de non-agression de 10 ans, communément appelé le pacte Molotov-Ribbentrop, d'après les ministres des Affaires étrangères des 2 pays. L'accord renonçait à la guerre entre eux et promettait la neutralité de chaque partie si l'autre était attaqué par une autre. Chaque signataire promettait de ne pas rejoindre tout regroupement de puissances qui était directement ou indirectement visé à l'autre partie. Lorsque la presse soviétique a annoncé la nouvelle du pacte, elle a été accueillie avec un choc total dans le monde entier. Mais ce n'était qu'une ruse de Hitler et il ne serait pas long avant qu'il n'attaque son ancien ennemi idéologique. D'ici mi-août, Hitler avait déjà commencé à discuter de la perspective de s'attaquer à la menace bolchevique avec ses commandants militaires et il commencerait bientôt à faire pression sur les pays de l'Europe de l'Est pour qu'ils rejoignent l'Axe afin qu'ils puissent étendre ses ressources et se préparer à une guerre à grande échelle à l'Est. En attendant, en octobre 1940, il s'est concentré sur le renforcement des relations avec les pays de l'Europe de l'Ouest. Alors que les Britanniques continuaient à résister et refusaient de se rendre à l'Allemagne nazie, l'objectif de Hitler était de créer un bloc continental de puissance, laissant l'île isolée du reste de l'Europe. Le dictateur italien Benito Mussolini avait déjà rejoint l'Axe, signant le pacte tripartite avec l'Allemagne et le Japon en septembre 1940, bien qu'il ait commencé à collaborer avec Hitler bien avant. Les Britanniques dépossédaient un territoire précieux en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est, et pendant que la bataille d'Angleterre battait son plein, Mussolini, encouragé par Hitler, avait commencé à faire avancer ses troupes au Soudan, au Kenya et en Somalie britannique à l'est et au protectorat britannique d'Égypte au nord. Le canal de Suez en Égypte était d'une grande importance pour l'Axe car c'était le chemin vers les riches champs pétrolifères du Moyen-Orient. S'emparer de ceux-ci augmenterait considérablement les approvisionnements en pétrole de l'Axe et, plus important encore, couperait les approvisionnements en carburant des Alliés. Non seulement cela, mais le Suez était également d'une importance vitale pour la domination de l'Axe en mer Méditerranée. Une zone qui avait encore une forte présence alliée. Le 9 septembre 1940, la 10e armée italienne avait lancé son offensive sur l'Égypte et avait réussi à repousser les Britanniques au-delà du village de Sidi Barrani à l'est de la frontière libyenne. Ici, le commandant italien, le maréchal Rodolfo Graziani, s'est installé et a établi plusieurs camps fortifiés à seulement 80 miles à l'ouest des défenses britanniques, à Mersa Matruh. Mais lorsque Mussolini a fait pression sur Graziani pour qu'il continue, il a refusé. Attendu d'être réapprovisionné, et ici les Italiens resteraient jusqu'en décembre 1940. Alors que le Suez restait pour le moment entre les mains des Britanniques, il y avait un autre point stratégique en Méditerranée que Hitler voulait saisir des alliés, à savoir l'île de Gibraltar qui se trouvait entre l'Afrique du Nord et l'Espagne.
Pour envoyer des troupes sur l'île, Hitler savait bien qu'il devrait d'abord obtenir le soutien du dictateur espagnol, le général Francisco Franco, afin que les forces nazies puissent lancer leur attaque depuis la côte espagnole. Avec de grands espoirs, le leader nazi s'est rendu à Hendaye, à la frontière française, pour discuter de la question avec le leader fasciste le 23 octobre 1940. Pendant la guerre civile espagnole qui a commencé en 1936, l'Italie et l'Allemagne avaient fourni à Franco de l'aide, envoyant des avions pour bombarder les villes qui se battaient pour la cause républicaine. La Ligue Condor allemande et l'armée de l'air italienne avaient attaqué Barcelone et la ville de Guernica dans la région basque, mais bien que Franco ait accepté avec plaisir l'aide des nazis dans le passé, il était mal à l'aise à l'idée d'inviter les Allemands à camper sur son pas de porte. Lorsqu'il a rencontré Hitler, il a produit une longue liste de conditions pour la participation, y compris une revendication sur Gibraltar, un territoire au Portugal, et un territoire français de Vichy, en Afrique du Nord. Alors que Hitler espérait consolider les relations avec la France de Vichy, il n'avait d'autre choix que de refuser le leader espagnol. Néanmoins, la prétendue neutralité de l'Espagne pendant la Seconde Guerre mondiale n'empêcherait pas le pays de fournir de l'aide à l'Axe. Les Espagnols ont aidé à construire des postes d'observation autour de Gibraltar pour les espions allemands et ont permis aux sous-marins allemands d'être réapprovisionnés dans leurs ports et aux bombardiers italiens de faire le plein dans leurs aérodromes. Les membres de l'ambassade espagnole à Londres ont même recueilli des informations de renseignement pour Berlin. Pendant ce temps, Hitler aurait beaucoup plus de succès à forger une alliance avec le Premier ministre français, le maréchal Philippe Pétain, qu'il a rencontré le 24 octobre, juste un jour après sa rencontre avec Franco. Pétain avait été un leader militaire réussi lors de la Première Grande Guerre, et après une victoire impressionnante à la bataille de Verdun, il était devenu un héros public et avait été fait maréchal de France. Mais bien que Pétain soit tenu en haute estime par les hommes d'État tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, en 1940, la perception publique de lui changerait radicalement. Alors que les nazis marchaient sur Paris, le Premier ministre français Paul Reynaud avait refusé de se rendre à l'Allemagne, et lorsque celui-ci a été contraint de démissionner, le maréchal Pétain a pris sa place à la tête de l'État. C'est Pétain qui signerait l'armistice avec l'Allemagne le 22 juin 1940 qui donnait aux nazis le contrôle du nord et de l'ouest du pays, y compris toute la côte atlantique. Un nouveau centre administratif a été mis en place dans la ville thermale de Vichy, et tandis que Pétain essayait de gagner les faveurs des nazis par l'accommodement et la collaboration, la France occupée et non occupée en souffrirait. Pétain a blâmé la démocratie libérale de la France pour la défaite du pays et a mis en place un régime plus autoritaire, changeant la devise de la République française de liberté, égalité et fraternité à travail, famille et patrie, introduisant de nombreuses mesures sévères dans le pays, y compris des lois antisémites. 6 jours après la réunion secrète avec Adolf Hitler, le 30 octobre, les Français réaliseraient à quel point leur nouveau leader les avait trahis, car Pétain a déclaré dans un discours radiodiffusé « J'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration ». Il était clair que son alliance avec l'Allemagne nazie avait été scellée. Bien qu'Hitler ait désormais l'assurance de l'allégeance de la France de Vichy, d'anciens alliés menaçaient de saper ses plans pour le front de l'Est. En préparation de l'invasion de l'Union soviétique, le dictateur allemand avait pris des mesures pour sécuriser le territoire des Balkans au sud de la frontière soviétique, où il espérait créer une zone d'attente pour ses troupes. Le 12 octobre, des soldats nazis ont été déplacés en Roumanie pour sécuriser les précieux champs pétrolifères de Ploesti, qui seraient une source précieuse de carburant pour la machine de guerre nazie. C'était un pas de trop pour le partenaire de l'axe d'Hitler, Mussolini, qui considérait la Roumanie comme étant dans sa sphère d'influence. Le leader fasciste était furieux quand il a entendu la nouvelle et s'est senti encore plus marginalisé en entendant parler des discussions d'Hitler avec la France de Vichy fin octobre. De plus en plus frustré par l'échec de l'Allemagne à consulter l'Italie sur les mouvements militaires, il a annoncé « Hitler me donne toujours un fait accompli. Cette fois, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Il découvrira dans les journaux que j'ai occupé la Grèce. » La Grèce se trouvait à l'extrême sud de la péninsule balkanique, et alors que des navires britanniques mouillaient dans ses ports et utilisèrent le pays pour se ravitailler, sa collaboration avec les Alliés avait préoccupé Mussolini pendant un certain temps. Désireux de prouver qu'il était en train de créer un nouvel empire à l'échelle du Troisième Reich, Mussolini a décidé que le moment était venu de frapper. Sans consulter Hitler, à la veille du 28 octobre, le leader italien a envoyé son ambassadeur à Athènes avec un ultimatum au gouvernement grec, permettre le libre passage des troupes italiennes en Grèce ou faire face à la guerre. Les Grecs entretenaient de bonnes relations avec les Britanniques et leur roi, Georges II, était un anglophile fervent, désireux de maintenir des liens étroits avec le pays. Il n'est donc pas surprenant que, face à l'ultimatum de Mussolini, la réponse grecque ait été « alors c'est la guerre ».
Le lendemain, les forces italiennes ont franchi la frontière albanaise, rassurées par les dirigeants militaires que la guerre gréco-italienne ne durerait pas plus de 2 semaines. Mais les Grecs ne céderaient pas facilement et l'Italie serait bientôt en retraite sur le territoire de l'Axe. Pendant ce temps, alors que la guerre déchirait la péninsule, les espoirs d'Hitler de faire en sorte que les Balkans restent une zone d'attente tranquille avant qu'il n'attaque l'Union soviétique avaient été anéantis. Alors que les événements se déroulaient sur le continent de l'autre côté de l'océan Atlantique, les États-Unis d'Amérique gardaient un œil attentif sur les affaires européennes. En 1940, c'était une année électorale et le président Roosevelt tentait d'une part de minimiser la possibilité que l'Amérique rejoigne la guerre et d'autre part d'aider discrètement les Alliés. Dans l'entre-deux-guerres, le peuple américain était très réticent à s'impliquer dans une autre guerre lointaine, ayant perdu de nombreux jeunes hommes lors de la Première Guerre mondiale. Néanmoins, alors que les nazis continuaient à bombarder la Grande-Bretagne, Winston Churchill avait envoyé des délégués en Amérique pour plaider en faveur de l'aide et Roosevelt se sentait obligé d'aider ceux qui combattaient de l'Axe. Le 3 septembre 1940, le Congrès a accepté de modifier la loi de neutralité pour permettre la vente de munitions aux Britanniques et aux Français. 50 destroyers dépassés ont été envoyés en Grande-Bretagne en échange de bases dans l'Atlantique et les Caraïbes, marquant le début des mouvements de l'Amérique vers la belligérance. Dans un autre mouvement audacieux, le 14 septembre, le Congrès a adopté la loi sur la formation et le service sélectif de 1940 qui obligeait les jeunes hommes à s'inscrire auprès des conseils locaux de recrutement. C'était la première conscription en temps de paix dans l'histoire des États-Unis et le 16 octobre, alors que le secrétaire à la guerre Henry Stimson tirait la première capsule de recrutement, tandis que la nation regardait, l'inscription avait commencé. Des milliers d'hommes seraient maintenant appelés à servir dans l'armée, mais alors que de jeunes conscrits livrèrent des batailles simulées avec des armes factices, les États-Unis n'étaient pas encore prêts à se battre dans une guerre à grande échelle. Pendant ce temps, Roosevelt avait une corde raide à marcher, avec une élection présidentielle prévue à la fin de l'année. Bien qu'il y ait eu des partisans de l'intervention, beaucoup plus soutenaient l'isolement de la guerre, et si le président voulait garder le public heureux, il devrait trouver un moyen de plaire aux deux partis. Roosevelt n'avait pas été désireux de continuer à un 3e mandat présidentiel. Il avait eu 2 mandats épuisants à lutter contre la Grande Dépression dans les années 30 et était maintenant désireux de prendre sa retraite. Cependant, avec la guerre à l'horizon, sa conscience ne lui permettait pas de quitter l'arène politique et il était évident que les Américains n'étaient pas prêts à se séparer de leur président. Dans les semaines précédant l'élection, Roosevelt devrait faire face à une bataille difficile contre son concurrent, le candidat du Parti républicain Wendell Willkie. Willkie était un avocat d'entreprise et un ancien démocrate qui n'avait jamais été candidat à une fonction publique auparavant. Cependant, il était prêt à livrer une lutte acharnée pour sa place à la Maison-Blanche. Un grand point de sa critique était la tentative de Roosevelt de rompre la tradition du 2 mandats en tant que président établie par George Washington et il a déclaré « Si un homme est indispensable, alors aucun de nous n'est libre ». La question n'a cependant pas retenu l'attention du public et alors que le soutien républicain diminuait, il s'est tourné vers la critique du comportement interventionniste de Roosevelt. Willkie a affirmé que Roosevelt prévoyait secrètement d'entraîner les États-Unis dans la guerre européenne contre l'Allemagne et a déclaré que aucun homme n'avait le droit d'utiliser les grands pouvoirs de la présidence pour conduire le peuple indirectement à la guerre. Alors que les accusations affluaient et que le soutien aux républicains grandissait, Roosevelt s'est défendu admirablement et a souligné que son intention était de faire tout ce qu'il pouvait pour garder l'Amérique hors de la guerre. Dans les États du Nord-Est, il répétait quotidiennement le message « Je me bats pour garder notre peuple hors des guerres étrangères, et je continuerai à me battre ». Il a déclaré « Je l'ai dit avant, mais je le dirai encore et encore et encore, vos garçons ne vont pas être envoyés dans des guerres étrangères ». Mais Roosevelt n'avait pas à craindre que le public le laisse tomber. Et lorsqu'il a reçu 27 millions de votes contre 22 millions pour Willkie le jour de l'élection, il était clair qu'il avait une fois de plus conquis les Américains. Le 5 novembre 1940, Franklin Delano Roosevelt a été dûment élu président pour un 3e mandat sans précédent. Cependant, il restait à voir s'il tiendrait sa promesse de garder son pays hors de la guerre. La nouvelle que Roosevelt resterait à la Maison-Blanche pour un 3e mandat a été accueillie avec soulagement par le Premier ministre britannique Winston Churchill, qui craignait que sans le soutien américain, la lutte contre l'Axe serait difficile, voire impossible, à gagner. Alors que les bombes continuèrent de pleuvoir sur les Britanniques, le Blitz n'était pas la seule cause de préoccupation pour Churchill, car la bataille de l'Atlantique, qui avait commencé lorsque la Grande-Bretagne avait déclaré la guerre à l'Allemagne en septembre 1939, faisait des ravages sur la marine marchande alliée.
La Grande-Bretagne était une nation insulaire, avec un empire outre-mer, et sa survie et sa capacité à se battre dépendaient grandement des approvisionnements en provenance de l'autre côté de l'océan Atlantique, et à mesure que de plus en plus de bateaux étaient perdus en mer, les marchandises arrivant dans le pays s'épuisaient rapidement. Des articles qui avaient toujours été considérés comme acquis ont soudainement commencé à disparaître des étagères et dès janvier 1940, le rationnement alimentaire avait été introduit afin que chacun puisse revendiquer sa part équitable de ce qui était disponible. Le bacon, le beurre et le sucre ont été les premiers à être limités. Mais il ne fallut pas longtemps avant que de nombreuses autres choses, comme le thé et la viande, soient ajoutées à la liste, et bientôt il était courant de voir les gens faire la queue devant les magasins, brandissant leurs livres de rationnement. La nourriture n'était cependant pas la seule chose à être rationnée, et avec des quantités limitées de carburant, l'essence avait été le premier article introduit pour le rationnement en 1939. Bien que la production de carburant ait continué en Grande-Bretagne tout au long de la guerre, une grande partie était réservée aux camions et aux chars de l'armée, ainsi qu'aux avions de la RAF. Les bombardiers parcouraient de longues distances jusqu'au territoire de l'Axe et avaient besoin d'une énorme quantité de carburant. Avec le pétrole en pénurie, les gens étaient encouragés à utiliser les transports publics plutôt que leurs propres voitures, et voir des véhicules tirés par des chevaux traverser les rues est devenu une vue familière à nouveau. Certains, cependant, préféraient utiliser une méthode plus inspirée pour se déplacer. Et des sacs de gaz étaient parfois utilisés pour alimenter les voitures en carburant. La chute de la France, en juin 1940, avait exacerbé le problème de l'approvisionnement des îles britanniques. Avec la France, sous occupation nazie, les sous-marins allemands avaient un accès direct à l'Atlantique depuis les ports français de l'ouest de Brest et de La Rochelle. Cela les plaçait beaucoup plus près des routes de convoi que d'habitude et doublait effectivement leur portée et leur temps de patrouille. Pire encore, la France avait la 4e plus grande marine du monde et avec Pétain maintenant en collaboration avec l'Axe, les Alliés n'avaient plus cette précieuse force navale à leur disposition. Pendant ce temps, les batailles en Europe occidentale au printemps et à l'été, 1940 avaient fait des ravages sur la marine britannique. 6 destroyers ont été perdus à la bataille de Dunkerque, 10 autres ont été perdus dans la Manche et la mer du Nord entre mai et juillet, et la campagne norvégienne en a revendiqué 6. Les combats en Norvège s'étaient terminés juste 2 semaines avant la chute de la France, le 10 juin, et avaient maintenant libéré les sous-marins qui avaient été occupés par la bataille scandinave. À partir de ce moment, les patrouilles de sous-marins ont envahi l'Atlantique depuis le nord, et alors qu'il y avait peu de navires alliés disponibles pour protéger les convois, la période de juin à octobre 1940 a été surnommée Happy Time par la marine allemande. En utilisant des tactiques de meute de loup et en lançant des opérations depuis les bases françaises, plus de 270 navires alliés ont été coulés pendant cette période. Pendant ce temps, les équipages de sous-marins sont devenus des héros chez eux et les capitaines les plus réussis sont devenus des as célèbres. Parmi eux, figurait Günther Prien qui avait célèbrement coulé le Royal Oak à Scapa Flow en 1939 et a coulé plus de 30 navires alliés pendant la guerre. Le commandant Otto Kretschmer qui était considéré comme le plus réussi, Ace of the Deep, et Joachim Schepke qui était très admiré pour son dévouement inébranlable à la cause nazie. Pendant ce temps, alors que les convois se battaient pour traverser l'Atlantique, afin de maintenir la Grande-Bretagne approvisionnée, la mer Méditerranée, qui avait été un point de mire traditionnel de la puissance maritime britannique, était également sous pression de l'Axe. Avec les troupes de Mussolini qui avançaient de maintenant en Égypte, il était vital d'acheminer des approvisionnements aux troupes qui défendèrent le territoire allié. Mais alors que les Italiens étaient commodément approvisionnés depuis la partie continentale de l'Italie, les stocks britanniques devaient parcourir toute la longueur de la Méditerranée depuis l'île de Gibraltar. Cela mettait évidemment la marine italienne en position de force pour couper les approvisionnements aux troupes alliées. Et les commandants britanniques étaient désireux de résoudre le problème. En 1935, lorsque Mussolini avait jeté son dévolu sur la création d'un nouvel empire romain et avait fait marcher ses troupes en Abyssinie en Afrique, les stratèges militaires britanniques avaient commencé à examiner la possibilité d'une attaque sur la base navale italienne de Tarente. Plus tard, lors de la crise de Munich de 1938, lorsque Hitler menaçait de s'emparer de la Tchécoslovaquie et que le monde attendait avec anxiété de voir si la guerre serait déclarée, les préparatifs pour une attaque sur la marine italienne avaient pris de l'ampleur. L'amiral Sir Dudley Pound, alors commandant de la flotte méditerranéenne de la Royal Navy, était particulièrement préoccupé par la présence navale italienne en Méditerranée et avait planifié une attaque qui deviendrait finalement connue sous le nom d'Opération Judgment.
Bien que l'offensive ait été reportée lorsque Neville Chamberlain, alors Premier ministre, semblait avoir évité la guerre avec l'Allemagne, en 1940, les préparatifs pour l'attaque de Tarente étaient à nouveau en cours, et à l'automne 1940, lorsque le général Graziani a arrêté ses troupes à Sidi Barrani et que les navires britanniques ont été libérés pour l'action, les Alliés ont saisi l'occasion de frapper. Le 11 novembre, les vols de reconnaissance de la RAF ont confirmé que la flotte italienne était au port et ont ramené des photographies des positions des navires pour les officiers de renseignement basés sur le porte-avions HMS Illustrious. À 21h ce soir-là, la première vague de 12 biplans Swordfish a été lancée depuis l'Illustrious et une deuxième vague de 9 a suivi 1h30 plus tard. Transportant un mélange de torpilles et de bombes, les avions ont réussi à mettre hors de combat la moitié de la flotte de cuirassés italienne en une nuit. Il y a également eu des dégâts considérables aux quais et aux installations, et le lendemain, léchant leurs plaies, la marine italienne a décidé de transférer les navires qui avaient survécu au bombardement au port de Naples. Entre-temps, la Royal Navy avait considérablement accru son contrôle de la Méditerranée. C'était la première attaque navale entièrement aérienne de l'histoire et elle marquerait le début de la fin pour le cuirassé et l'essor de la puissance aérienne navale. Alors que la Seconde Guerre mondiale serait finalement marquée par de féroces batailles dans le Pacifique, cela serait de plus en plus prouvé. L'attaque sur Taranto était également révolutionnaire pour une autre raison. Elle avait prouvé que les attaques de torpilles lancées par avion n'exigeaient pas d'eau profonde comme on le pensait auparavant et loin à l'est. Un autre partenaire de l'axe de l'Allemagne nazie, l'Empire du Japon, avait observé les événements dramatiques à Taranto avec un grand intérêt. Le Japon, comme la Grande-Bretagne, dépendait des approvisionnements venant de l'étranger et alors que l'Ouest, en particulier l'Amérique, condamnait la guerre du pays avec la Chine, les Japonais craignaient une interférence avec leurs plans pour construire leur propre empire. L'amiral japonais Yamamoto a été particulièrement impressionné par l'offensive et a vu que s'il n'y avait pas d'autre option que de combattre finalement l'Amérique, il pourrait paralyser la flotte navale américaine avant qu'elle ne parte pour les eaux orientales. Le bombardement de Taranto deviendrait ainsi le modèle de l'attaque du Japon sur Pearl Harbor en décembre 1941. Pendant ce temps, en Grande-Bretagne, le succès de l'attaque sur Taranto a été un stimulant moral très nécessaire alors que le bombardement terroriste de la Luftwaffe maintenait la pression sur la population. Le Blitz, qui avait commencé tôt en septembre 1940, se poursuivait sans relâche et la vie était loin d'être facile pour ceux qui continuaient à lutter sur le front intérieur. L'homme, déterminé à utiliser les attaques aériennes pour écraser le moral britannique, était le maréchal Hermann Göring, qui était le deuxième en commandement d'Adolf Hitler et le plus haut gradé en Allemagne. En tant que vétéran de la Première Guerre mondiale et l'un des premiers membres du parti nazi, Göring avait noué une amitié étroite avec Hitler et avait été nommé commandant de la Luftwaffe en 1935. Avec des avions dotés des derniers développements militaires, il ne faisait aucun doute que la Luftwaffe était l'une des forces aériennes les plus puissantes du globe à l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, et convaincu de sa supériorité, le maréchal avait fièrement annoncé « Si un bombardier ennemi atteint la Ruhr, mon nom n'est pas Hermann Göring ». Mais à l'automne 1940, alors que la RAF se battait pour défendre leur pays contre l'invasion, il était clair que la Luftwaffe devrait accepter leur première défaite dans la bataille d'Angleterre. Néanmoins, Göring était impatient de maintenir une partie de son prestige, et prouvant que la Luftwaffe était une force avec laquelle il fallait compter, a commencé un bombardement aérien terrifiant du pays. La première phase du Blitz, de septembre à octobre 1940, s'est concentrée sur la soumission de la capitale britannique, avec d'énormes bombardements sur Londres jour et nuit, mais en novembre 1940, le Blitz avait pris une nouvelle forme, et un raid en particulier ne pouvait être décrit que comme une attaque personnelle de vengeance. Alors que la Luftwaffe ciblait la Grande-Bretagne, la RAF avait également commencé à faire sa part de dégâts, attaquant des villes et des villes autour de l'Allemagne, mais le 8 novembre, ils sont allés un peu trop loin, du moins selon Adolf Hitler. Le leader nazi profitait d'une célébration annuelle de sa tentative de coup d'État de 1923 à Munich, connue sous le nom de Putsch de la brasserie, lorsque le rassemblement a été soudainement interrompu par un raid de bombardement de la RAF. Le Führer était furieux et déterminé à ce qu'une attaque sur la capitale du mouvement nazi ne reste pas impunie, il a ordonné à Göring de lancer l'opération Moonlight Sonata. Dans la nuit du 14 novembre, près de 500 bombardiers allemands ont survolé la ville de Coventry dans le cœur industriel de la Grande-Bretagne. Avant que ses habitants ne soient conscients du terrible sort qui les attendait, des milliers de bombes incendiaires ont été déchaînées dans les rues ci-dessous.
Vague après vague d'avions ont largué leurs charges mortelles sur la ville en relais jusqu'à ce que Coventry soit complètement englouti dans les flammes. En 10 heures, de 19h20 le soir jusqu'à l'aube, près de 150 000 bombes incendiaires et 500 tonnes d'explosifs ont été larguées et le matin, la scène était celle d'une dévastation totale. Les systèmes de transport, les conduites de gaz et d'eau avaient été détruits et plus de 60 000 bâtiments avaient été anéantis. Contrairement à la plupart des villes et villages britanniques, il n'y avait eu presque aucun développement à Coventry et une grande partie de la ville médiévale était debout au moment du raid pour être aplatie en une seule nuit terrible. Il ne restait à peine un bâtiment intact dans le centre-ville autrefois magnifique et même la cathédrale Saint-Michel du XVe siècle avait été détruite. Alors qu'un manteau de fumée et de bruine s'accrochait à la ville, le lendemain, les gens erraient abasourdis, prenant conscience de la scène tragique de destruction qui était tout ce qui restait de leur ville. Pendant ce temps, alors que le reste du pays se réveillait pour entendre la terrible nouvelle, quelques heures après la fin de l'alerte, le secrétaire d'État britannique à l'intérieur, Herbert Morrison, est arrivé et a été rapidement rejoint par le roi George VI, qui a fait une visite surprise pour apporter un soutien moral aux citoyens démunis. La plus grande tragédie de toutes était la perte de vie avec des rapports initiaux suggérant que jusqu'à 1000 personnes étaient mortes, 400 étaient si gravement brûlées qu'elles ne pouvaient pas être identifiées. Des centaines de femmes et d'enfants étaient parmi eux et à mesure que d'autres corps étaient retirés des décombres, le 20 novembre, le premier enterrement de masse a eu lieu, suivi d'un autre une semaine plus tard. Alors que le peuple britannique pleurait sa perte, plus loin, l'espoir se profilait à l'horizon. Suite à l'avancée italienne en Afrique du Nord, le général Archibald Wavell, le commandant du commandement du Moyen-Orient, avait ordonné les préparatifs pour une contre-attaque britannique et la période d'inactivité relative dans la région était sur le point de prendre fin. Le 7 décembre 1940, le commandant de la Western Desert Force, le lieutenant-général Richard O'Connor, a reçu l'ordre de commencer l'opération Compass et d'attaquer les Italiens basés à Sidi Barrani. L'une des faiblesses des défenses italiennes autour du village était que leurs forces étaient réparties entre plusieurs camps fortifiés dans le vaste désert, largement espacés en chaînes. Cela signifiait que le 8 décembre, les troupes britanniques pouvaient passer inaperçues à travers une brèche dans la chaîne et, attaquant par l'arrière, prendre un camp après l'autre. Le 10 décembre, les forces alliées étaient en position, bloquant les sorties sud et sud-ouest de Sidi Barrani, et après avoir lancé une attaque sur les troupes de l'Axe, le soir du 11, toute résistance avait cessé, et les Italiens s'étaient rendus. De là, les troupes d'O'Connor continueraient à prendre Saloum, Al-Faya et Fort Capuzzo en Libye, et d'ici le 15 décembre, toutes les forces italiennes avaient été repoussées hors d'Égypte ou étaient de prisonnières. C'était un moment noir pour Mussolini. D'autant plus que la bataille de Grèce ne se passait guère mieux et que non seulement les Italiens avaient été chassés du territoire grec, mais qu'à la mi-décembre, un quart de l'Albanie occupée par l'Italie était sous contrôle grec. Hitler, quant à lui, avait peu de temps pour se préoccuper des tentatives désastreuses de Mussolini d'élargir l'Empire italien et était occupé à mettre en œuvre ses plans pour le front de l'Est et à renforcer le contrôle des Balkans. Le régent de Hongrie, Miklós Horthy, avait entamé des négociations avec Hitler dès 1938, et alors que les communistes se rapprochaient de la frontière de son pays, il voyait les nazis comme le moindre de deux maux. Le 20 novembre 1940, Horthy a confirmé son alliance avec l'Axe en signant le pacte tripartite. Juste 3 jours plus tard, le 23 novembre, la Roumanie a suivi le mouvement, puis la Slovaquie. Avec ces 3 nations fermement sous son influence, Hitler avait créé une couche balkanique nord le long du flanc sud de la Russie. En quelques semaines, ignorant toutes les tentatives de ses officiers de haut rang pour le dissuader, le leader nazi a confirmé ses plans d'invasion de l'Union soviétique, nom de code Opération Barbarossa, et une date pour l'invasion a été fixée au 15 mai 1941. Alors que Hitler se dirigeait inexorablement vers un affrontement avec son ennemi, l'Union soviétique, et que l'année 1940 se terminait, le 29 décembre, le président Roosevelt a prononcé l'un de ses célèbres Fireside Chats à l'attention du public américain. Le discours marquait un déclin certain de la politique isolationniste des États-Unis, et il semblait que l'intervention américaine se rapprochait de plus en plus. Alors que de plus en plus de nations étaient attirées du côté de l'Axe, Roosevelt a averti les Américains des risques que le pacte tripartite posait, le décrivant comme une alliance impie de pouvoir pour dominer et asservir la race humaine. Il a averti de la menace japonaise grandissante dans le Pacifique, des maux du nazisme et d'Adolf Hitler, et a rappelé à ses citoyens que les Britanniques et leurs alliés qui se battaient de l'autre côté de l'Atlantique avaient toujours désespérément besoin d'aide. Nous devons être le grand arsenal de la démocratie,
a déclaré Roosevelt. Pour nous, c'est une urgence aussi grave que la guerre elle-même. Pendant ce temps, alors même que Roosevelt parlait, les bombes pleuvaient à nouveau sur la capitale britannique lors du raid aérien le plus dévastateur sur Londres à ce jour. Ce n'était que 4 jours après Noël et l'Allemagne avait commencé leur bombardement avec un enthousiasme renouvelé, créant un vaste incendie qui serait appelé le second grand incendie de Londres. Environ 1500 incendies ont été déclenchés, couvrant une zone allant d'Islington au nord à St. Paul's Churchyard, et la cathédrale elle-même n'a été sauvée que grâce au dévouement des veilleurs de feu bénévoles. Pendant toute la destruction, les conduites d'eau vitale ont été brisées, de sorte que les pompiers ont dû combattre la boue et la vase de la Tamise pour alimenter leurs tuyaux. Les nazis avaient choisi une nuit où la rivière était à son niveau le plus bas jamais enregistré, rendant la tâche encore plus difficile. Bien que la sirène de fin d'alerte ait retenti à minuit, la bataille ne faisait que commencer pour la brigade des pompiers de Londres qui devrait lutter pendant encore 15 heures pour maîtriser les flammes qui déchirèrent la ville, alors que la capitale de la Grande-Bretagne était en proie à la tourmente. Il ne faisait aucun doute que la bataille contre l'Axe était loin d'être terminée, mais la nouvelle année promettait de nombreux changements dans le théâtre du conflit, et bien que la lutte sur le front intérieur et à l'étranger continuerait encore longtemps, les événements de 1941 apportèrent de l'espoir à ceux qui combattaient encore Adolf Hitler.